You are currently the only person in this conference. Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire du marathon pédagogique IF-Prof Kenya et Ouganda. Nous attendons que les participants se connectent au fur et à mesure et puis nous allons pouvoir commencer dans 5 minutes au plus tard. Merci à tous. D'accord, merci Laurence. Alors, il est 10h05, je propose que nous commencions. Je vois que nous sommes une petite dizaine dans la salle. Alors, encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Merci pour votre participation et votre connexion à ce troisième webinaire du marathon pédagogique IF-Prof Kenya et Ouganda. Je laisserai aussi ma collègue Lucille, avec laquelle nous avons préparé cette programmation, se présenter et dire quelques mots. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez utiliser le chat à tout moment. Nous vous demandons cependant de couper vos micros, s'il vous plaît, pendant la présentation
successifs de Caroline ou Yugi et ensuite d'Agathe. Voilà. Lucille, je te passe la parole. Volontiers, merci beaucoup Laurence et bonjour à tout le monde. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end de Pâques, que vous êtes bien rentrés. Pardon, Lucille, on t'entend très mal, malheureusement. En fait, ta voix est très hachurée, alors on a à t'entendre. Merci Lucille. Malheureusement, on a eu du mal à t'entendre. Si tu veux remettre un petit message sur le chat, sans toi libre. Mais en tout cas, bienvenue à chacun. Vincent, s'il vous plaît, si vous pouvez couper votre micro, merci beaucoup. Voilà. Alors, je viens de revenir dans le vif. J'espère que vous m'entendez. Ah oui, c'est bon. Vas-y, Lucille. Ah oui, mais là, c'est bon. Oui, ouais, j'en suis désolée. J'ai une connexion qui est très mauvaise depuis une semaine. J'imagine que c'est pareil pour mes collègues de leur présentation. Non, aujourd'hui, particulièrement une des pour tout ce qui est tourisme et relations internationales, c'est un enjeu qui est devenu. Donc, je disais que j'étais très heureuse de vous entendre aujourd'hui et que j'espérais avoir de beaux échanges avec vous, comme lors des précédents webinaires. Merci. Merci beaucoup, Lucille. On a entendu cette deuxième partie. Alors, tout de suite, je passe la parole à Caroline. Encore une fois, pour tous les participants, je vous encourage, s'il vous plaît, à couper vos micros et vos caméras et à être bien attentifs pour cette première présentation par Dr Caroline Oyugi, donc enseignante, entre autres, parce qu'elle a de nombreuses casquettes, vous voulez dire doute, à l'université de Nairobi. Caroline, je te laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous mes collègues du Kenya, de l'Ouganda et on ne sait pas, peut-être il y a même d'autres personnes d'ailleurs. Et c'est avec plaisir que je vais faire cette présentation ce matin. Et ça touche à un sujet qui me donne beaucoup de plaisir, que j'aime beaucoup. Et évidemment, c'est la diplomatie et les relations internationales. Donc, comme Laurence a dit, je m'appelle Caroline et normalement, on me trouve à l'université de Nairobi. Et parmi les cours que je dispense là-bas, on a aussi des niveaux variés de la diplomatie et des relations internationales. Donc, OK. Comme objectif, nous, à l'université, parce que je vais me pencher à
plutôt à notre expérience. J'ai donné ce cours à USIU, United States International University, et aussi à University of Nairobi. Donc, principalement, on a un public qui doit apprendre la langue française et ce qu'on appelle les habitudes diplomatiques. Et c'est aussi, à donner ce cours, c'est aussi un moment où on peut créer un espace qui est moins stressant vis-à-vis le bureau ou les manifestations diplomatiques pour faire cette pratique du quotidien, c'est-à-dire qu'on a un espace où on peut faire la répétition de ce qu'il faut faire régulièrement. Et évidemment, c'est aussi une opportunité pour sensibiliser les apprenants au monde diplomatique. Donc, le plus qu'on voit ici, cela signifie que, par exemple, à l'Université de Nairobi, nous avons des publics très spécifiques. Il y a un public de débutants, des étudiants qui ont trouvé qu'il y a ce cours-là, c'est facultatif, et ils décident que, oh, j'aimerais savoir comment ça se passe, les choses passent dans le monde diplomatique. Peut-être un jour, j'aimerais être diplomate ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le groupe qu'on sensibilise. Et ce groupe-là fait la minorité. Et puis, il y a le groupe professionnel. Les gens qui sont déjà fonctionnaires, qui sont déjà ou qui visent être nommés diplomates ou qui aimeraient vraiment améliorer leurs compétences, mais ils sont déjà professionnels. Ce qui manque pour eux, c'est la langue française, pour une raison ou d'autre. Donc, c'est dans ce groupe où on rencontre des gens qui disent « Oh, il y a mes collègues qui voyagent toujours en Europe, mais moi, je ne peux pas quitter l'Afrique et même, je dois même rester à l'Afrique de l'Est ou peut-être aller qu'au Sud parce que je ne parle pas français. » Donc, eux, ils savent déjà, ils font le travail, ils sont adjoints, ils sont attachés, etc. Mais ils ont besoin de cette langue. Donc, les objectifs universitaires sont liés étroitement avec le besoin de deux publics que je viens de décrire. Donc, je ne sais pas pourquoi ça change à chaque fois, mais ça va quand même. Donc, quel est le lien? Le lien entre la diplomatie, c'est parce que c'est toujours quelque chose qu'il faut établir, le lien entre la diplomatie et la langue française. Donc, ces trois phrases que je suis en train de projeter ici, évidemment, c'était trouvé en ligne. Donc, on dit qu'au début, donc, pour les gens qui ont étudié même la science politique, c'était le français était une langue obligatoire pour toute personne qui visait travailler même ailleurs, à l'extérieur de son pays. Donc, on dit que ce lien est dû au rayonnement culturel de cette langue. Donc, ça date de plusieurs années, des siècles, que le français est considéré comme obligatoire, surtout en Europe. Et quand on fait des traités internationaux, et il y a des accords qu'on prépare, donc souvent, les diplomates ont préféré utiliser ou faire la rédaction dans la langue française parce qu'on disait que c'est une langue très précise. Et je vais vous montrer un exemple de cet aspect de la précision. Et puis, quand on a eu la première conférence de la Haye, tous les diplomates s'exprimaient en français. Donc, on fait ce lien entre le français, la diplomatie et les relations internationales.
c'est quelque chose qui vient de l'histoire, le contexte historique, la culture. Okay. Et maintenant, quelles seraient les motivations? On a vu les objectifs. Pourquoi, par exemple, à l'université de Nairobi, à l'université de Nairobi, le cours s'appelle la diplomatie et les relations internationales. Dans plusieurs d'autres autres universités, on a écarté un peu cette partie diplomatie. On a une licence en relations internationales. Donc, pour nous, on a les deux à la fois. Donc, j'arrive en classe, je suis étudiante et j'aimerais apprendre quelque chose concernant le monde diplomatique. Pourquoi? Quelles sont mes motivations? Donc, comme je dis, tout d'abord, c'est pour pouvoir comprendre ce monde-là. Il y a le monde commercial, il y a le tout, mais pourquoi la diplomatie? Pourquoi est-ce que les diplomates sont si honorés, vénérés, on dirait? Et j'aimerais aussi comprendre la géopolitique, c'est-à-dire maintenant c'est là où on parle des parties de relations internationales. Donc, quand nous sommes ici au webinaire, on a le Kenya, il y a l'Ouganda, mais déjà, il y a cet aspect bilatéral. Donc, on a aussi la France qui est là, qui est représentée par les attachés linguistiques et leurs adjoints. Donc, maintenant, on passe à l'aspect multilatéral. Donc, il y a aussi cet aspect de pouvoir contribuer aux échanges diplomatiques. Parce que nous avons des étudiants qui nous disent, OK, moi je suis là, mais toujours, je ne fais que suivre. Je regarde ce que font les autres. Mais moi aussi, j'aimerais contribuer. Et sans doute, il y a l'aspect de l'avancement professionnel. Au moins, quitter le Kenya, aller ailleurs, voir un peu le monde, tout en faisant mon travail. Donc, souvent, ces trois points-là font l'aspect de motivation pour nos étudiants. Après ça, donc, quelle est la portée? Quand on parle de la diplomatie, qu'est-ce que les diplomates discutent? Donc, en classe, nous découvrons qu'en vérité, on discute tout. Que j'ai décidé mieux résumer en utilisant ces objectifs de développement durable. Parce que si on va parler de projets de développement, mais dans quel domaine? Pour nous, en tant que professeur, on est habitué à voir ou rencontrer l'attaché linguistique. Donc, cet attaché ou ce bureau-là, maintenant, va trouver sa place ici, quand on parle de l'éducation, par exemple, de qualité, ou partenariat pour réalisation des objectifs. Mais tous les diplomates ne discutent pas que la langue et l'éducation. Il y a des questions d'environnement, il y a la santé, il y a la croissance économique et le tout, il y a l'économie bleue quand on parle de la vie aquatique. On va parler du climat et le changement climatique. Donc, il y a le tout. Quand on parle de l'égalité, ou les inégalités, ou les villes et les communautés durables, on peut aller jusqu'aux prisons, même pour améliorer les conditions là-bas. Mais tout ce qu'on fait en partenariat, ça fait partie de quelque chose qui a commencé avec une conversation entre deux pays ou deux acteurs partenaires. Donc, la portée de la diplomatie est vraiment grande, et il y a des moments, par exemple, un moment où le Parlement kenyan a invité l'université et on a dit qu'il souhaitait qu'on donne des cours de langue au comité qui s'occupe de relations internationales. Donc, dans le Parlement kenyan, il y a ce comité qui s'occupe de relations internationales.
Donc, ils sont des hommes, des femmes de politique. Mais parce que maintenant, ils doivent interagir avec d'autres partenaires, d'autres acteurs. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a dit, oh, nous croyons que ça sera mieux qu'on apprend aussi le français. Donc, quand nous avons un public comme ça, on va vraiment chercher des exemples, on va travailler vraiment strictement dans leur domaine. Si c'est la politique, on va traiter la politique. Si c'est un autre groupe qui s'occupe, par exemple, de la santé, donc l'enseignant doit être assez souple pour pouvoir vraiment travailler de leur perspective. Et surtout, quand on a ce public déjà qui est déjà professionnel. Et puis, je donne un exemple ici. Quand on apprend le français, ce sont, on dirait, les mêmes choses. On se salue, on se présente, il faut savoir comment prendre congé, mais quel sera cet aspect-là? Comment est-ce que cet aspect-là sera pertinent dans la profession? Donc, il doit voir qu'après avoir appris les salutations, les présentations, etc., je peux au moins entamer un dialogue avec les homologues, hein, les autres diplomates. Si je peux me situer dans l'espace, donc, ça sera facile de s'orienter, donner ou comprendre aussi des renseignements. Ce n'est que quelques exemples. On va enseigner aspect linguistique. Moi, j'arrive en classe, je donne des consignes, comment on répond, on demande. Mais finalement, après avoir appris cela, ce diplomate ou ce futur diplomate doit savoir comment, par exemple, rédiger un courriel. Comment commencer la langue. Oui, il y a des aspects qui sont normalisés, tout le monde le fait comme ça, mais pour des raisons diplomatiques, ça se fait comme ça. Je vais enseigner comment exprimer l'obligation et l'interdit, qui va aider avec des questions d'étiquette et de protocole. L'étiquette qui ont affaire avec mon comportement, ma présentation et le protocole, comment, par exemple, si j'ai une vingtaine de diplomates devant moi, qui peut parler avant qui et qui peut inviter qui et tous ces aspects-là. Je vais enseigner la nominalisation, vraiment linguistique, mais qui va aider cette personne à organiser un événement ou même comprendre un programme ou d'autres documents qu'il a reçus. La description pour pouvoir comprendre un rapport et peut-être construire, on va voir comment construire un texte cohérent parce que eux, ils en ont besoin pour pouvoir discuter, argumenter, justifier, etc. parce que c'est ce que fait le diplomate. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, c'est une citation, je vais commencer ici, qui dit que conversation et éloquence ne sont guère synonymes. En anglais, dans la langue, quand on apprend la langue, on dit non, c'est l'équivalent à parler, c'est l'équivalent de bavarder. Mais dans le monde diplomatique, pas toujours. On peut parler et on peut aussi bien parler. Et parler et bien parler sont deux choses vraiment tout à fait différentes. Donc ici, simplement pour donner un exemple, on peut présenter tous ces verbes. Je dis, OK, on va parler. Et on cherche, au lieu d'utiliser parler, qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Comment dire autrement? Parler. Et puis, on peut trouver pas mal de synonymes. Mais imaginez quelqu'un qui dit que notre président hier a bavardé au téléphone avec un autre président et le sujet qu'il discutait était en conflit. Non, il faut chercher le verbe
approprié pour dire exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a discuté? Est-ce qu'on a eu des pourparlers? Est-ce qu'on a... C'est vraiment, vraiment précis. Et cela se remonte à l'autre diapositive qui disait qu'au début, on avait choisi la langue française parce que c'était une langue précise. Avec nos élèves, les débutants qui ne sont pas professionnels, j'aime utiliser le verbe manger. Et là, je dis OK. Donc, trouvez maintenant 15 à 20 autres façons de dire, d'écrire, à dire manger. Donc, après ça, on découvre que, oh, je peux simplement dire que j'ai déjeuné, on a dîné, on a soupé, a dégusté, etc. Donc, et on dit donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire exactement? Et c'est ça la question qui compte quand on parle du dit diplomatique. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire précisément? Donc, ça fait pas mal d'exercices qui sont souvent drôles. Et puis, je vais passer OK. Maintenant, pour vous montrer des ressources que nous avons à notre disponibilité. Ici, je parle principalement de l'Université de Nairobi, parce que même quand je vais à USIU, j'emprunte de l'Université de Nairobi. Donc, il y a des textes classiques, diplomatie.com, mais ça dépend toujours du niveau. Et objectif diplomatie, nous avons aussi objectif diplomatie niveau 1, 1 à 2. Nous avons aussi A1, A2 pour l'objectif diplomatie pour l'Afrique. Ici, nous avons objectif diplomatie qui touche aux relations internationales et européennes. Ce que je peux dire est que malgré la couverture, les deux textes ont exactement le même contenu. C'est simplement que dans quelques instants, on donne des pays. Par exemple, ici, on va trouver que les pays qui sont mentionnés sont les pays européens. On va parler du Parlement européen. Mais ici, pour les relations internationales en Afrique, on aura des questions, des exemples qui sont plutôt pertinents à l'Afrique. Mais au niveau d'organisation et le contenu linguistique, c'est exactement la même chose. Et puis, il y a le manuel de diplomatie. Je ne sais pas qui nous a donné ce manuel, mais on n'a que 2 copies. Et puis, il y a quelques magazines de diplomatie et qui traitent des sujets chauds du moment. Et l'incontournable TV5 Monde. Parce que c'est ici vraiment où on va trouver même des documentaires, ce qui passe en live. On peut rejouer, écouter un dialogue ou même suivre une conférence. Donc, ce sont des ressources que nous avons chez nous. OK. Quelles sont les démarches prioritaires que moi, je privilégie, par exemple? Il y a suivre les événements en temps réel. S'il y a une conférence qui se passe quelque part, par exemple au mois de septembre, il y a toujours cette conférence du sommet. Tous les chefs d'État se retrouvent à New York. Et il y a une séance qui est diffusée. On suit. Parce que après ça, il y a pas mal de choses qu'on va discuter. Ces diplomates, futurs diplomates, apprennent la même langue que les autres, les couleurs, la description, les chiffres, etc. Mais on contextualise les documents qu'ils utilisent, qu'on utilise en classe. Il y a la simulation qui se diffère un peu de jeu de rôle.
on nous donne un modèle qu'on va suivre de près pour produire un autre exemple. Et puis, il y a les documentaires. Les documentaires sur des questions thématiques. Si nous avons ce groupe parlementaire devant nous, peut-être il y aura quelque chose que tous les parlements de l'Afrique de l'Est discutent en même temps. De temps en temps, on peut même rencontrer des diplomates qui sont francophones. Comment? Je peux inviter quelqu'un en classe et après ça, les élèves lui posent des questions en français. Des aspects simples. Il peut décrire son travail et puis les autres vont... Il y a toujours une démarche déjà à préparer. Mais on a aussi cette opportunité grâce à le fait qu'on est en ville et pas mal de diplomates aussi se trouvent à Nairobi. Et puis, l'analyse de documents authentiques. Documents authentiques, les posters, les annonces de conférences, des invitations, les notes verbales, etc. On peut trouver, nous avons quelques documents, il y a d'autres qu'on peut même trouver en ligne, qu'on analyse pour voir, voilà la présentation. Qu'est-ce qu'on traite ici? Par exemple, hier, un ancien président kenyan est décédé. On a reçu beaucoup de messages de condoléances. Qu'est-ce que cela signifie dans le monde diplomatique? On peut trouver certains messages envoyés, écrits en français, et nous allons analyser qui est le destinataire, qui est le récepteur, c'était écrit quand, et maintenant, imaginez que vous travaillez au bureau ou vous travaillez déjà dans un bureau quelque part dans le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, rédigez une réponse à cette expression de sympathie. C'est comme ça qu'on analyse et on profite de documents authentiques. Des manifestations, on peut assister aux événements qui sont ouverts au public et aussi on peut faire un mini-projet sur un sujet au choix, selon le thème privilégié par les apprenants. Ici, et le diapo qui suit, pour terminer, je vous montre simplement des situations modèles. Par exemple, on peut simplement présenter une image telle que ce que nous avons devant nous. La diplomatie est penchée, on dit, sur la tension, le conflit et le renforcement des liens diplomatiques. Donc, souvent, il y a un problème quelque part. Donc, par exemple, ici, nous allons identifier que pourrait être le problème. Il faut prendre une position. Nous sommes du parti à nord et l'autre groupe sud et il faut définir, après avoir défini le problème, on prend la position, il y aura ceux qui sont pour, qui sont contre, il y aura ceux qui se plaignent, d'autres qui ne voient pas du tout de problème et les autres qui vont se présenter comme médiateurs. Ils sont neutres. On va former des délégations. Et après ça, il faut traiter des aspects logistiques. Si une délégation ira quelque part, quels sont les documents qu'il faut préparer? Quels sont les documents de communication, documents de voyage, passeport, visa, etc. Communication, il y a avant même le voyage, quand on arrive. Et puis, il y a les gens qui ont des positions, comme chef de délégation, chef de mission. Que font-ils? Quand on travaille avec un public professionnel, on traite ces aspects très rapidement parce qu'ils comprennent déjà. Quand on a un public débutant, on explique. Par exemple, la différence entre l'ambassadeur, l'ambassadrice et le chargé d'affaires. Et puis, il y a la rencontre. Les deux groupes qui se disputent ici vont se rencontrer, discuter le problème et puis il faut trouver une solution, souvent grâce à la médiation. Et c'est après cela qu'on maintenant on verra des projets
parfois bilatéraux, parfois multilatéraux, pour renforcer les liens. On évite, parfois il y a des cas où la tension ou le conflit s'aggrave et on n'a pas vraiment de solution. Et je crois que c'est ça à la dernière diapositive. Ici, je donne un lien ici qu'on peut suivre et c'est un documentaire. En fait, c'est une présentation de presse, un document journalistique qui dure exactement 1 minute, 20 secondes, quelque chose comme ça. Et on va écouter. On peut régler la vitesse, comme ça on suit assez à un débit assez convenable. Et après ça, il faut remplir, par exemple, cette aide-mémoire. L'aide-mémoire, c'est un document de diplomatie. Donc, ils savent déjà. Pour les professionnels, je ne dois pas expliquer. Oh, pour les élèves, je vais expliquer. Mais après ça, ils feront la même chose. On écoute, on suit le documentaire. Où est-ce qu'on a trouvé des informations qu'on présente là-bas? Et ici, on parle d'un document. Il faut nommer le document. Qui était signé? L'O, on donne la date. A, on donne le lieu. Qui sont les signataires? Donc, on va nommer les personnes et donner la nationalité de chaque personne. Et quel est le domaine d'intervention ici? Dans ce clip particulier, c'est le domaine militaire. C'est un accord militaire signé entre la Russie et le Cameroun et il y a d'autres parties qui sont là. D'autres bénéficiaires potentiels, on a nommé 3 ou 4 autres pays. Donc, il faut nommer ce pays. Donc, finalement, vous allez trouver qu'ils vont apprendre comment écrire le Mali, le Congo, etc. On apprend la langue, mais c'est vraiment absolument contextualisé. Et je crois que c'est ça pour aujourd'hui. Et je suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Un immense merci Caroline, c'est moi qui vais prendre la parole pour la redonner plus tard. En tout cas, je voulais vraiment vous témoigner de mon admiration parce que c'était une présentation qui était extrêmement claire et précise, qui nous a bien montré les différences entre le FLE et le FOSS, c'est-à-dire entre autres comment créer le propos dans un contexte précis qui soit vraiment en lien avec le profil de nos apprenants. Et votre présentation nous a bien montré aussi comment considérer nos apprenants qui exercent des professions, disons, importantes. C'est-à-dire, ils restent des apprenants et donc on doit avancer avec eux pas à pas, même s'ils comprennent vite, avoir des exemples précis, proposer, comme vous l'avez montré, des jeux de rôle. Et je pense que c'est un acte généreux qui offre le droit d'apprendre à des professionnels, c'est-à-dire leur offrir le droit à nouveau d'apprendre aussi, au-delà, disons, ou à côté du formalisme que peut requérir leur fonction. Donc un grand merci encore. Et puis je vais tout de suite céder la parole à Agatha sur le sujet comment enseigner le FOSS à l'université, en particulier à l'université de Makerere, sur les thématiques du journalisme et de l'agribusiness. Agatha, c'est à toi. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Bonjour, chers collègues. Je vais mettre la vidéo pour quelques secondes et puis après, je vais l'atteindre pour mieux parler, pour renforcer la connexion. Je m'appelle Agathe Tumwine. Comme on m'a déjà présenté, je suis enseignante de français à l'université de Makerere et je suis également présidente de l'association des professeurs de français en Ouganda. Et merci beaucoup à Lucille et à Laurence d'avoir organisé ce marathon pédagogique qui nous aide à partager des expériences avec des collègues, nos collègues kenyans. Aujourd'hui, quand les deux semaines qu'on a eu des webinaires, j'ai pas pu assister, mais j'ai pu regarder et des
webinaire grâce à Laurence qui les a mises en ligne. Donc, je vois qu'on est dans le domaine de force. Et pour moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas vraiment donner des contextes, comment dire, théoriques, mais plutôt partager des expériences, avoir des discussions ouvertes, voir ce qui se passe ailleurs. Comme ça, je vais me concentrer sur l'expérience de l'enseignement du français sur l'objectif spécifique à l'Université de Makerere. Mais en général, je vais d'abord donner le contexte actuel de l'enseignement du français en général, que nous avons le FLE, bien sûr, français général, et où nous avons des catégories des étudiants, ce qu'on appelle les avancés et les débutants. Les avancés, cela veut dire qu'ils ont déjà fait le français au niveau de l'école secondaire et souvent, ce sont des futurs enseignants qui font la pédagogie. Et en matière du FOS, à Makerere, nous avons le français du journalisme et de la communication. Et il y a le français des statistiques, le français de l'agrobusiness, comme on dit, secteur agro-industriel, le français du tourisme et le français des affaires. Et puis, il y a aussi le français de la science de la science de l'information, mais je vais me concentrer sur le français du journalisme et de la communication, car c'est le groupe où je donne cours. Les autres cours, c'est plutôt mes autres collègues. Alors, quand nous parlons, si nous avons, selon la présentation de la semaine passée, là, surtout la présentation de Gladys, même de Mirboulgan, on nous a bien montré la démarche est fausse et j'ai pas voulu aller encore dans les détails. Et maintenant, la question que je pose, est-ce que là on parle du FOS, français sur l'objectif spécifique, ou le français de spécialité? Étant donné que quand on parle de la formation FOS, là on est dans les situations où on est en train de répondre à une demande spécifique et urgente pour la formation, c'est-à-dire qu'il y a la commande. Et on va passer par l'analyse des besoins, les étapes nécessaires, comme le propose Mangiat et Parpente, pour pouvoir identifier les situations de communication et puis fixer des objectifs d'apprentissage. Et on est dans les situations où on travaille avec des apprenants ou un public déjà professionnels qui sont motivés et parce qu'ils ont des besoins spécifiques et des objectifs spécifiques. Par contre, le français de spécialité, là, on est dans la loi de l'offre, c'est-à-dire les cours, il y a déjà les programmes de formation, disons, on dit français du journalisme, et c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de demande de la part de l'apprenant et il y a des thèmes spécialisés à traiter selon le domaine professionnel et selon les situations de communication auxquelles les futurs journalistes seront confrontés. Et dans les situations, c'est-à-dire on s'adresse déjà à un public varié. On peut avoir des gens qui sont des gens qui sont des gens dans le domaine du journalisme, qui sont là pour, comment dire, améliorer. Et il y a ceux qui viennent d'arriver de l'école secondaire, puisque c'est au niveau de licence. Et à ce qui concerne l'évaluation plutôt, nous avons l'évaluation continue par rapport aux activités pédagogiques, mais aussi il y a des évaluations sommatives et qui sont internes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons déjà les apprenants qui choisissent le français. C'est le programme, en tout cas dans nos apprenants, ils doivent choisir. On a 3 options, soit le français, soit le kiswahili, soit le chinois. Alors, bien que ce soit le programme qui est déjà établi, cela veut dire que nous avons des étudiants
qui sont motivés parce qu'ils ont choisi le français selon les besoins du domaine de du journalisme. Alors, maintenant, si je dois répondre à la question, comment enseigner le FOSS? Dans ce cas-là, nous, on ne peut pas dire que c'est vraiment le FOSS, mais c'est tout un mélange parce que dans le FOSS, on n'a pas identifié au préalable les besoins des apprenants, mais il y a des programmes, mais qui doivent se concentrer sur le domaine spécifique du journalisme. Alors, on établit les besoins du journalisme, qui est leur domaine, et puis on identifie les matériels nécessaires. On essaye d'adapter vraiment selon le contexte, selon les besoins des apprenants et selon les objectifs. Et quand j'ai vu la présentation de notre collègue Gladys de la semaine passée, j'ai trouvé qu'au Kenya, ils sont, comment dire, en avance parce qu'ils ont déjà plusieurs, on peut avoir des documents déjà audiovisuels en ligne, ce qui est contextualisé. Et mes chers collègues de l'Ouganda qui sont peut-être dans ce webinaire, j'ai vu Dr Mirburga, Edith, et ça nous pose un défi. Nous devons vraiment travailler pour pouvoir créer de matériel contextualisé. Et bravo au Kenya. Et puis, la démarche pédagogique, comme nous a présenté Mirburga, je vois, la langue évolue, elle l'appelait scénario pédagogique, ou bien, je peux dire la séquence pédagogique. Donc, on se fixe des objectifs selon le domaine du journalisme, et puis nous établissons exactement selon le matériel qu'on aura choisi. Et souvent, on utilise des documents authentiques, étant donné qu'on n'a pas vraiment assez de manuels du journalisme. Donc, on utilise soit les documents authentiques, soit des ressources pédagogiques, surtout trouvées sur l'Internet, sur lesquelles on établit des compétences à faire acquérir aux apprenants. Et les compétences, quelles sont les compétences visées? Bien sûr, on est dans tous les sens de compétences, l'écrit, l'oral et l'interaction, surtout pour la communication. Et c'est là où on utilise plusieurs, comment dire, on donne des tâches selon les objectifs qu'on s'est fixés, les objectifs pragmatiques. Qu'est-ce que le journaliste va faire dès qu'il est sur terrain? Par exemple, si on donne une tâche, s'il doit mener une interview, quels sont les outils nécessaires linguistiques, c'est-à-dire la grammaire lexique, ainsi que du socioculturel. Donc, on se base sur des activités différentes selon la séquence qui va dès l'anticipation, comme on connaît les phases différentes de la séquence pédagogique jusqu'à la fin. Et on est à mesure d'intégrer des tâches différentes, des activités différentes, des jeux de rôle selon le niveau. Maintenant, là, je donne souvent, j'ai donné des ressources qu'on utilise souvent. Comme j'ai déjà dit, on n'a pas vraiment assez de ressources contextualisées et on se sert des ressources Internet, surtout sur l'objectif spécifique, des ressources de TV5 Monde et Point du Fleu. Et maintenant, le défi, comme défi, nous avons vraiment des défis à ce qui concerne le temps accordé au cours des langues pour pouvoir arriver à avoir un niveau désiré sur terrain. Parce que souvent, on propose, disons, 2 semestres, et 2 semestres, si c'est première année, premier semestre, deuxième semestre, on ne peut pas vraiment atteindre un niveau désiré. Cela veut dire que l'apprenant pourrait continuer à apprendre en autonomie. Mais par rapport aux autres cours comme le français du tourisme, des affaires, au moins le français du journalisme,
les étudiants font le français les 3 ans du programme. Donc, ils ont quand même assez de temps pour pouvoir acquérir des compétences nécessaires. Ce qui est encore comme défi, nous avons souvent le public qui est varié. Il y a ceux qui viennent de l'école secondaire et qui ont déjà appris le français, même pendant 6 ans de l'école secondaire. Et nous avons les débutants, les vrais débutants, et qui sont dans le même cours. Alors, dans cette situation, souvent, on est obligé vraiment de transférer les étudiants avancés pour les mettre dans les cours de FLE pour pouvoir améliorer les compétences générales parce qu'à son niveau, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui a fait le français pendant quelqu'un qui commence du bonjour. Voilà ce que j'avais à partager comme expérience avec vous. Je vous remercie et je passe à vous, Lucille. Merci. Merci beaucoup, Agatha. Et c'était un plaisir de pouvoir vous écouter, t'écouter parler de tout ce qu'on a appris ensemble au cours de notre FSPI avec nos collègues d'Ouganda. C'était vraiment intéressant. Encore une fois, vous avez tous bien pu entendre, puisqu'il me semble que ce matin, nous avons tous des problèmes de connexion. Mais comme le disait Laurence dans le chat, vous pourrez de toute façon, d'ici quelques minutes déjà, accéder au replay de ce web. Alors, Laurence, coupe-moi si je me trompe, mais je pense que nous avons encore quelques minutes pour prendre des questions. Si certains d'entre eux veulent en poser, vous pouvez prendre directement la parole. Autrement, vous pouvez aussi répertorier vos questions dans le chat et nous les lirons aux intervenants. Merci Lucille, je me joins aussi à ta marque d'appréciation à la fois pour la présentation de Caroline et enfin d'Agathe. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre partage d'expérience avec enthousiasme et puis pour la générosité avec laquelle vous avez transmis ce que vous avez appris, ce que vous avez pratiqué également. Donc maintenant, c'est le temps des questions, effectivement. Nous avons encore quelques minutes. Donc, comme le disait Lucille, n'hésitez pas, soit ouvrez avec laquelle vous avez transmis ce que vous avez appris. Corinne nous a parlé des expériences pratiques dans sa classe, les jeux de rôle, etc. Alors, je voudrais que Agathe nous parle, par exemple, des exercices de transformation qu'elle a fait avec les étudiants de journalisme, faisant des exercices à partir d'un registre et aller vers un autre registre pour les débutants. En tout cas, moi, je trouve ça génial. Par exemple, le travail sur les poèmes et les chansons. Je peux répondre directement? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, vas-y, Agathe. Ok, merci beaucoup, Edith, pour cette question, pour donner, comment dire, concrètement, exemple d'activités qu'on fait avec les étudiants, surtout du journalisme. Souvent, avant, je n'ai pas donné ma contexte historique de la formation. Avant de suivre la formation en force, peut-être comme presque la majorité des professeurs de français langue étrangère, on a tendance d'imaginer que c'est pas possible d'intégrer les aspects professionnels, surtout pour les cours des débutants. Mais il y a toujours, surtout si on utilise des documents authentiques, des documents simples. Et j'ai déjà donné l'exemple si, par exemple, on est en train de travailler sur, comment dire, mener une interview par un journaliste avec peut-être une personne célèbre. On a des documents, on peut pas, j'ai pas donné l'exemple, mais on a un document spécifique qui donne le français simple et à partir du document qu'on va exploiter pédagogiquement, on commence par l'anticipation, puis on passe par toutes les phases
jusqu'à la production, la dernière phase de l'exploitation pédagogique. Et c'est à ce moment-là où on donne l'activité, comment dire, je peux dire de simulation, mais aussi des fois de jeu de rôle, où on demande aux apprenants si c'était vous, vous êtes le journaliste qui allait, disons, mener cette entrevue. Donc, on les guide, le professeur est là pour guider les apprenants, mais on leur donne, comment dire, la chance de s'exprimer. Yes. C'est un peu difficile plutôt pour les débutants, mais je l'ai fait encore assez et constaté c'est faisable. Ils travaillent en groupe. Donc, ça devient un peu facile s'ils travaillent en groupe. Mais pour les poèmes, vraiment, pour les cours de journalisme, je n'utilise pas beaucoup les poèmes, mais les petites, des documents et des documents audio très simples, très faciles pour les débutants, pour le niveau A1. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Agathe. Je continue à suivre, à regarder, pardon, les questions sur le chat. Alors, Julius demande et l'assiduité des apprenants sont-ils normalement assidus? J'imagine que c'est une question tournée vers Agathe, mais peut-être aussi vers Caroline. Une autre question, suivent-ils normalement ces cours par pression de leurs entreprises ou par passion? Voilà. Alors, je vois que Caroline a déjà mis une première réponse. Donc, Julius, dans le contexte de la diplomatie, peu de soucis par rapport à la motivation et l'engagement. De plus, ce n'est pas un cours imposé obligatoire. C'est vrai que les cours à visée professionnelle, généralement, on a affaire à des apprenants très motivés qui ont un objectif, en fait. Ils apprennent la langue française pour un objectif précis et la motivation, comme l'a dit Caroline, est rarement un problème. Voilà, si Agathe, tu veux prendre la parole également pour nous renseigner un peu sur l'activité des apprenants, sur leur motivation, leur passion, etc. N'hésite pas. Et je lis enfin la question de Masambu Wataka. Est-il possible d'étudier le FOSS sans avoir déjà un métier? Voilà. Donc, n'hésitez pas, Caroline et Agathe, à prendre la parole pour répondre à ces dernières questions. Je peux, Caroline, tu veux passer ou je réponds? OK. Question liée à ça. Comme j'ai déjà dit, les étudiants du journalisme, on les présente des choix. Le français, soit le qui soit le chinois. Donc, c'est-à-dire, ceux qui sont en France, ils sont déjà motivés. Donc, ils sont souvent vraiment, l'assiduité est bonne et ils sont motivés par rapport aux étudiants du FLE, même débutants qui est à l'université. On a déjà alloué le français et tout ça. Donc, les étudiants du journalisme sont motivés. Et la question, est-il possible d'étudier le FOSS sans avoir déjà un métier? C'est ce que j'ai dit dès le début, que c'est plutôt le français de spécialité. C'est pourquoi j'ai dû expliquer la différence entre le FOSS et le français de spécialité, étant donné que dans le contexte de l'université où j'ai un programme prévu, c'est plutôt de français de spécialité, mais le fait qu'on n'a pas assez de matériel, surtout le manuel, on se trouve en mélangeant le FOSS et le français de spécialité. Voilà, Caroline, je vous passe la parole pour pouvoir me compléter. Merci. OK, merci beaucoup, Agathe. Et je remercie aussi nos collègues qui ont suivi de très près les présentations. Effectivement, Agathe a bien répondu, elle a tout dit, mais ce que je peux ajouter, quand on parle de
de métier. Par exemple, cette question, est-ce qu'on peut l'étudier sans avoir déjà un métier? Oui, parce qu'on a parlé de deux types de publics. Il y a le public qui est déjà professionnel, qui exerce un métier, et il y a le public qui vise faire partie de ce métier. Donc, dans plusieurs universités, on peut même trouver que le public sans métier est majoritaire. C'est possible. Mais ils visent à aller là-bas et ils apprennent le français pour pouvoir avoir un atout. Dans la classe de business, par exemple, on peut être 250 étudiants, mais ceux qui ont le français seront à peu près une dizaine. Donc, le français est là, visé, spécifique, que ce soit agricole ou diplomatie, pour améliorer les opportunités. Et puis, je vois aussi qu'il y a cette question que Julius a ajoutée, est-ce que l'approche actionnelle ou les démarches inductives ou déductives, on ne peut pas, ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas commencer mes cours tout ayant décidé qu'avec cette classe, ça sera simplement l'approche inductive. Non, je dois comprendre mon public. Pour certains sujets, certains thèmes, je vais solliciter des renseignements d'eux. Mais il y a aussi d'autres choses qu'ils sont aussi venus appris et que peut-être ça sera mieux simplement avoir, peut-être changer l'approche. Mais actionnel vise la tâche, qui est une finalité. Et pour le FOSS et le FSP, on a plusieurs tâches parfois où on peut avoir une tâche globale et des sous-tâches. Donc, tout d'abord, il faut comprendre le public, le fait que c'est la diplomatie ou les relations internationales. Par exemple, si je suis avec mes débutants et j'insiste qu'ils vont faire la tâche, rédiger une note verbale qu'ils n'ont jamais vue, ils n'ont jamais même vu un modèle, pour eux, ça sera difficile. Mais pour les professionnels, la tâche là, maintenant, par contre, ça sera peut-être même très facile, mais je vais simplement ajouter cet aspect-là. OK, vous êtes habitué à faire cette tâche en anglais. Maintenant, il faut tout faire en anglais. Concernant le format et tout ça, ils comprennent très bien. Donc, actionnel, démarche inductive, déductive, non, rien de fixé. Je vais comprendre tout d'abord mon public et voir comment insérer chaque approche ou chaque démarche selon la thématique qu'on va traiter. Je peux passer à la question suivante de Julius, toujours un chauffeur de taxi qui va apprendre le français. OK, pour facilement communiquer avec les... Il s'agit de FOSS ou de FSP? Rien. Parce que est-ce qu'il discute le parti de son véhicule avec ses clients ou il discute, ça dépend de quoi on parle, mais ça peut être le français simplement pour la communication en général, parce que le contexte que vous donnez, par exemple, un taxi, qui n'est pas forcément un accompagnant de touristes. Peut-être pour lui, ça sera un peu général. Pour le tourisme, comme on nous a dit par d'autres de nos collègues il y a 2 semaines, là, c'est mieux visé, il montre les mots et tout ça. Donc, peut-être pour lui, c'est la communication pour... le français pour la communication quotidienne, hein, générale. Oui, Caroline, pour vous compléter par rapport à cette question, j'ai déjà répondu sur le chat. Oui. Mais en général, ça pourrait constituer des fausses parce que d'abord, il y a la demande, c'est-à-dire le chauffeur, c'est lui qui demande
avoir des cours de français. Donc, il y a une demande spécifique et selon les besoins, on va élaborer le programme de formation selon ses besoins. Donc, c'est plutôt du FOSS que du français de spécialité. Oui, s'il y a le temps limité et quelqu'un arrive, il dit je vais, disons, voyager en RDC ou j'aimerais avoir vraiment des outils pour m'aider et tout ça avec le temps limité, comme serait peut-être le cas du chauffeur. Donc, c'est du français sur l'objectif spécifique. Ce que je voulais ajouter tout simplement. Merci. Merci. Je ne sais pas si Caroline, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'étais en train de lire les questions de Vincent, Oui. Jean Baron. Ça, alors, comme je le disais, merci beaucoup pour vos questions. Merci d'avoir suivi avec autant d'intérêt et d'enthousiasme ce webinaire. Vous voyez qu'il est déjà 11h07, donc nous allons bientôt conclure. Cependant, je voulais quand même prendre le temps de saluer la présence de Millicent Koga, qui est représentante d'un opérateur du ministère Kenya Institute of Curriculum Development, KICD. Donc, nous vous remercions chaleureusement pour vous être connectés à notre webinaire. Votre présence compte pour nous. Et je propose aussi pour tous ceux qui ont encore posé des questions, notamment sur le problème du manque de programme commun du FOSS, ce qui empêche parfois le partage d'une université à l'autre. Je sais que Vincent a aussi parlé du manque de manuels adaptés au contexte kényan. Je vais peut-être laisser Caroline répondre à cette dernière question. Et puis, pour toutes les autres remarques, je vous propose de poursuivre ces échanges sur IFProf. Comme vous le savez, ce webinaire sera disponible en replay. J'en ferai une publication et sous la publication avec le lien du replay, je vous encourage à continuer les échanges. Nous sommes vraiment ravis de voir toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre sous la publication et les intervenantes pourront continuer à y répondre. Alors, donc, je passe la parole à Caroline pour le mot de la fin avec notamment ces interrogations et remarques de Vincent Pessa. Ok, merci. Au fait, j'étais en train de lui taper une réponse, mais c'est bon. Chaque université conçoit son curriculum, son cursus d'après ses objectifs. Ce sont les professeurs qui décident. Nous allons traiter ce sujet ainsi. Donc, comme j'avais expliqué, par exemple, pourquoi est-ce qu'à Nairobi, il y a diplomatie et relations internationales, mais USIU et autres, il y a simplement relations internationales. On décide ce qu'on va faire, la portée de notre curriculum, on n'est pas limité. Ce n'est pas que on n'est pas obligé de faire exactement la même chose comme on fait à l'école, par exemple. La liberté à l'université signifie qu'on peut faire presque tout à sa façon. D'autres choses? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est bon. Alors, je pense que Lucille dira un petit mot également après moi, mais je souhaite vraiment remercier encore une fois les intervenantes et tous les participants. Vous étiez un peu plus d'une trentaine. Encore une fois, ce webinaire, pour ceux qui sont arrivés peut-être un peu après le début, ce webinaire est disponible en replay. Sur IFProf. Continuons à échanger sur ces sujets très importants et qui, je vois, suscitent beaucoup d'intérêt sur IFProf. Et je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier webinaire de ce marathon pédagogique IFProf Kenya et Ouganda. Nous parlerons des ressources pédagogiques accès FOSS disponibles sur la plateforme IFProf pour tous ceux qui sont intéressés par le FOSS et aussi qui cherchent des documents, des supports, des idées d'activités, même des idées d'outils à utiliser. Vous pouvez trouver beaucoup de ressources sur IFProf et c'est ce que nous allons essayer de vous présenter la semaine prochaine. Voilà. Lucille, peut-être, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Sinon, nous allons conclure.
Oui, merci beaucoup. Juste un petit mot de la fin pour vous remercier et vous dire que c'est très intéressant de voir ces webinaires se construire, puisque c'était désormais donc le 3e et on voit que les questions sont plus nombreuses qu'au début de ce marathon pédagogique et qu'on a des échanges qui sont extrêmement riches et intéressants. Donc merci encore. J'espère vous retrouver aussi nombreux la semaine prochaine pour le dernier marathon pédagogique, le dernier épisode. Merci encore et très bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.